on sait bien que Netanyahou, depuis très longtemps qu'il est au pouvoir, a toujours pris beaucoup de précautions vis-à-vis de l'establishment judiciaire en Israël. Je me souviens de toutes sortes d'événements qui montrent que c'est lui sans doute le plus frileux au sein du camp national en Israël pour s'attaquer à ce sujet. Et nous sommes en ligne avec Maître Pierre Lursa. Bonjour Maître Pierre Lursa. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Daniel. Oui, alors voilà. Oui, très bien. Vous m'entendez, très bien. Alors, on est heureux de vous accueillir parce qu'on a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre enfin ce qui est en train de se passer sur le plan juridique dans ce qui va être le futur gouvernement de Binyamin Netanyahou. Je vais partir de ce qui s'est passé hier avec l'élection de Yariv Levin au poste de président provisoire de la Knesset et on a dit dans les couloirs du Parlement israélien que, en fait, de facto, Yariv Levin pourrait rester président définitif du Parlement israélien parce que Binyamin Netanyahou refuse de valider l'ensemble de la réforme qu'il entend initier au sein du ministère de la Justice. Alors, cette réforme, de quoi s'agit-il et pourquoi, d'emblée, Binyamin Netanyahou est si tempéré, modéré par rapport à Yariv Levin ? Eh bien, évidemment, c'est une question... C'est une question que tout le monde se pose. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé à l'époque où c'était Ayelet Shaked qui était ministre de la Justice. Et déjà à cette époque, Netanyahou l'avait freiné dans ses et bon, comme chacun sait, la réforme dont il est question aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on en parle. Il y a même, y compris des gens au sein du ministère de la Justice, de l'establishment judiciaire du pays, qui disent qu'il faut réformer effectivement le système judiciaire et qu'il faut réformer le système de nomination des juges à la Cour suprême et finalement rétablir un petit peu l'équilibre des pouvoirs qui a été très largement atteint depuis plusieurs décennies. Et évidemment, la question, c'est est-ce que Netanyahou aura le courage politique de le faire et sans doute, je dirais, peut-être même fortement, et c'est pour ça qu'il préférerait rester à son poste provisoire actuel. Donc vous avez un doute sur la volonté de Binyamin Netanyahou d'initier, d'aller au moins jusqu'au bout de cette réforme ? Oui, au vu de l'expérience passée. Nous avons quelques petits problèmes. Et puis aussi au vu de l'épidémie qui est sur sa tête. On a quelques difficultés. On a quelques difficultés à vous avoir de manière. Vous êtes assuré, on vous entend pas tout le temps, Pierre. Est-ce que peut-être en vous déplaçant, ça va arranger les choses ? On va essayer de voir. Vous voulez nous dire quelques mots ? Oui. Est-ce que la connexion est meilleure maintenant ? Peut-être, oui, effectivement. Peut-être, oui. Là, on le sent mieux. On le sent mieux. Alors effectivement, vous nous disiez donc Pierre que Binyamin Netanyahou est plutôt frileux quant à la mise en application de la réforme de Yariv Levin. Oui, à la fois, c'est l'impression qu'on a à la fois au vu de l'expérience du passé, et puis aussi en raison de l'épée de Damoclès, comme je disais, qui se trouve au-dessus de lui, parce que à cause du procès qui lui est intenté, et quelque part c'est peut-être naturel, même si c'est évidemment un petit peu regrettable qu'il ait des hésitations à s'attaquer à la justice, à la réforme de la justice, alors que lui-même fait l'objet d'un procès. Ben justement, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que quand on entend, on va dire, une partie de l'échiquier politique israélien, on dit que Binyamin Netanyahou a été réélu uniquement pour se sortir des méandres de son procès, pour essayer de balayer son procès et de sortir indemne. Alors ça va... C'est une explication sans doute valable, mais peut-être un petit peu trop simpliste. En fait, on sait bien que Netanyahou, depuis très longtemps qu'il est au pouvoir, a toujours pris beaucoup de précautions vis-à-vis de l'establishment judiciaire en Israël. On se souvient de conversations qu'il avait eues avec Aaron Barak. Je me souviens de toutes sortes d'événements qui montrent que c'est lui sans doute le plus frileux au sein du camp national en Israël pour s'attaquer à ce sujet. Et c'est sans doute ce qu'a compris Yariv Levin. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur cette réforme de Yariv Levin. Elle consiste à donner un poids plus politique à la commission de nomination des juges, c'est-à-dire que cette commission, que ces juges, les juges de la Cour suprême, on va dire en particulier, soient nommés uniquement par des élus politiques.
Oui, alors sur ce point précis, effectivement, je dirais que le système actuel de nomination des juges, qui est plutôt un système de cooptation, eh bien c'est ce qu'on appelle en hébreu chaver mevi chaver, c'est-à-dire que les gens qui sont cooptés se ressemblent et finalement ils sont presque tous du même bord. Et de temps en temps, il y a un juge avec une kippa ou il y a un juge arabe, mais finalement, ça ne change pas la couleur générale de la Cour suprême, qui est, comme avait dit quelqu'un, l'agence du parti Meretz qui siège à Jérusalem. Et comme on sait que le parti Meretz, il n'a plus aujourd'hui de député à la Knesset, c'est un petit peu paradoxal et tout à fait anormal que les juges de la Cour suprême, eux, continuent de représenter les opinions de ce parti qui n'est même plus présent à la Knesset. Alors, il y a dans ces projets, effectivement, il y a celui de Yariv Levin, mais il y a eu d'autres propositions. On sait que, par exemple, Bezalel Smotrich lui-même a proposé une réforme visant, par exemple, aussi à annuler les chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance dans le système juridique israélien. Là aussi, on pourrait dire, vous pensez que Netanyahou refusera d'aller jusqu'au bout aussi d'une telle réforme ? Eh bien, évidemment, nul ne peut le savoir aujourd'hui. Et tout ce qu'on peut souhaiter, je dirais, c'est que, étant donné que la coalition du futur gouvernement est ancrée très à droite, eh bien, ça donne les coups des franches à Netanyahou pour aller jusqu'au bout. D'autant que c'est pas lui l'initiateur de cette réforme, mais ce sont les deux partis qui sont à sa droite. Donc, je dirais qu'il n'a plus aucune excuse aujourd'hui pour ne pas aller jusqu'au bout de la réforme judiciaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement dans le cadre, puisque cette législation a été enclenchée dès hier soir avec la nomination de Yariv Levin au poste de président de la Knesset, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la réforme que va voter la Knesset ces prochains jours autour du portefeuille de la sécurité nationale en faveur d'un élargissement des pouvoirs pour celui qui va devenir le ministre de ce ministère, Itamar Ben-Gvir, ça va à l'encontre de la démocratie, ça fait d'Itamar Ben-Gvir un super patron de la police et ça vide de toute substance et de tout pouvoir la police israélienne? J'aurais plutôt tendance à penser que la police israélienne souffre d'un déficit de pouvoir et on a bien vu au cours de ces derniers mois et de ces dernières années que on a ce qu'on appelle en Israël un problème de meshilut, on a un problème de gouvernance, on a un problème de harkifa, d'exécution, d'application de la loi, et tout ce qui peut renforcer les prérogatives de la police et de la sécurité intérieure en Israël est bienvenu. Mais cette loi, elle pourrait renforcer justement les prérogatives de la police, parce on a l'impression que ça ne renforce que les prérogatives du ministre. Oui, alors sans rentrer dans le détail du projet de loi que je ne connais pas, je dirais que tous ceux qui aujourd'hui affirment que la démocratie est en danger, en fait, voudraient tout simplement faire comme si les élections n'avaient pas eu lieu et que la voix du peuple ne s'était pas exprimée. Netanyahou a reçu un mandat très clair de ses électeurs. Je dirais c'est le 5e round des élections en 3 ans et c'est la première fois que le peuple s'est exprimé de manière aussi claire. Alors, ceux qui ont le mot démocratie à la bouche, il faudrait bien de laisser au moins le temps à ce gouvernement de se constituer et de commencer à travailler. Et puis ensuite, peut-être exercer leur droit de critique légitime. Alors, il y a un autre débat dont on a parlé ces derniers jours, depuis les élections, quant au rôle aux fonctions du conseiller juridique du gouvernement et des différents conseillers juridiques dans les différents ministères israéliens. Est-ce que vous pensez que la fonction de conseiller juridique de tel ou tel ministère doit être une fonction de confiance, c'est-à-dire que le conseiller juridique doit être nommé par le ministre lorsqu'il arrive, ou bien ça doit être un fonctionnaire qui est au-dessus de la mêlée et qui permet au ministre d'avancer en fonction de la loi? En théorie, on pourrait opter pour la deuxième solution. On pourrait penser que ce serait un fonctionnaire au-dessus de la mêlée, effectivement, mais malheureusement, on sait bien que ça n'est pas le cas dans la pratique. Et je me souviens même qu'il y a déjà bien longtemps, quand Menachem Begin est arrivé au pouvoir, il n'avait remplacé aucun des 11 fonctionnaires, et c'est une des raisons pour laquelle on a dit qu'il n'avait pas pu finalement faire une politique véritablement de droite comme il en avait reçu le mandat. Et je pense que avec la judiciarisation de la vie politique et avec le rôle toujours grandissant que remplissent ces conseillers juridiques au sein des différents ministères, eh bien, il est important qu'ils soient du même bord politique que les ministres qui sont élus.
Il y a récemment une étude qui a été réalisée par 2 juristes de l'Université hébraïque de Jérusalem qui a statué sur le fait que, au cours des 30 dernières années, le système juridique israélien, la Cour suprême en particulier, avait perdu de la confiance du peuple. 30% de moins d'Israéliens qui font confiance au système juridique israélien. D'où vient cette perte de confiance ? Eh bien, je dirais qu'elle vient d'une raison très simple, c'est que la Cour suprême a abusé de ses prérogatives et s'est instaurée en un véritable pouvoir judiciaire et est devenue en fait le premier pouvoir en Israël, de manière totalement contraire aux lois même de l'État d'Israël et de manière contraire à l'équilibre des pouvoirs essentiel à toute démocratie digne de ce nom. Et le public israélien qui est tout à fait informé, qui comprend ce qui se passe, je dirais, n'est pas du tout d'accord avec cet état de fait. Et cette perte de confiance, quelque part, je dirais, la Cour suprême a scié la branche sur laquelle elle était assise, parce que effectivement, la confiance du public est un élément essentiel du fonctionnement d'une Cour suprême dans un État démocratique. Et si aujourd'hui la Cour suprême jouit d'une confiance si peu élevée, ça veut dire qu'elle a été beaucoup trop loin. Elle s'est arrogée des pouvoirs tout à fait exorbitants, et il est temps qu'elle revienne à un exercice beaucoup plus modeste de ses prérogatives, en respectant la loi et en respectant les pouvoirs de la Knesset. Alors, parmi les projets de loi qui sont sur la table de la nouvelle coalition gouvernementale, il y a ce que l'on appelle le Chok HaHitgabrut, c'est-à-dire la loi de contournement qui donnerait à la Knesset plus de pouvoir par rapport à la Cour suprême, qui permettrait à la Knesset d'avoir le dernier mot, on va dire, dans ce bras de fer quant aux lois israéliennes face à la Cour suprême. Est-ce que vous êtes favorable à cette loi, mais surtout, de quelle manière pensez-vous qu'elle doit être appliquée ? Est-ce que vous pensez que c'est la Knesset qui doit statuer, être la dernière à statuer, ou alors, par exemple, on pourrait envisager que chaque loi qui devrait être cassée par la Cour suprême devrait l'être avec une majorité, par exemple, des 3/4 des juges de la Cour suprême, ce qui rendrait les choses beaucoup plus difficiles. Il y a plusieurs solutions. J'ai entendu même des juristes qui disent ou des membres de la Knesset qui disent que la Piskat Hilgabrut est superflue, parce que finalement, dans l'état actuel du droit, c'est la Knesset qui doit avoir le dernier mot. Mais malheureusement, la Cour suprême s'est arrogé ce pouvoir créé ex nihilo d'abroger des lois, et donc aujourd'hui, elle exerce ce pouvoir d'abroger des lois. Effectivement, il faut rétablir les prérogatives de la Knesset. Il faut que la Cour suprême cesse d'annuler des lois, je dirais, de manière tout à fait banale et quotidienne, et sans en avoir le pouvoir. Et il faudrait surtout finalement que cette question soit réglée de manière tout à fait claire par une loi fondamentale, peut-être, qui dirait quels sont les pouvoirs de la Knesset et les pouvoirs de la Cour suprême, et qui dirait de manière claire que en l'absence de constitution, eh bien le contrôle constitutionnel de la Cour suprême ne peut s'exercer que de manière très restreinte et pas du tout de la manière dont il s'exerce aujourd'hui. Donc effectivement, il faut redonner le dernier mot à la Knesset, c'est-à-dire il faut mettre fin à la situation dans laquelle n'importe quelle loi et n'importe quelle décision du gouvernement aussi peut être annulée par la Cour suprême sans qu'elle en ait jamais reçu le pouvoir ni de la loi ni du peuple israélien. Eh bien, Maître Pierre Lursa, merci beaucoup de nous avoir permis de faire un survol, on va dire, de l'intense activité juridico-politique, on peut le dire comme ça, en vue de la formation de ce nouveau gouvernement. Et si l'on en croit donc, en tout cas, vos estimations, eh bien, il ne faut pas s'attendre à des changements révolutionnaires dans le monde de la justice israélienne sous le dernier gouvernement de Binyamin Netanyahou. Merci à vous, Daniel Bokertov.